Les femmes afghanes font partie des cibles prioritaires de la doctrine des talibans. Elles qui, depuis 20 ans, avaient acquis des droits, ont vu ces derniers jours les nouveaux maîtres du pays réduire à néant les progrès effectués. France Média Monde leur consacre cette journée à travers des témoignages. Et pour en parler aujourd'hui à mes côtés, Solène Chalvon-Fioriti, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous revenez il y a peu d'Afghanistan. Voyage en pays taliban. Solène, c'est le titre du reporter que vous avez réalisé pour France 24 avec Margot Ben. Il a été tourné avant l'été et on peut dire qu'il était en quelque sorte prémonitoire. On va d'abord regarder un extrait ensemble et on le commente tout à l'heure. En territoire taliban, les rares femmes diplômées viennent souvent des grandes villes et sont employées dans les centres de santé. Comme ici, à la clinique d'Omar Khail. Derrière ce rideau, l'espace réservé aux patientes. Le mouvement fondamentaliste a légèrement desserré son étau sur la question de la santé féminine. Tu es malade, viens, assieds-toi. Cette jeune généraliste, formée à Kaboul, reçoit des patientes venues de toute la vallée. 25 ans plus tôt, Sohra Sedakat n'aurait pas pu exercer son métier. Aujourd'hui, elle écoute et soigne les femmes de talibans. Je n'ai pas d'appétit, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Vous avez des soucis à la maison? Oui. Quel genre de soucis? Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? J'avais un bébé, mais il est mort. D'accord. La belle famille dit que le bébé est mort par ta faute, parce que tu l'as emmené chez ton père. Toutes les femmes afghanes ont des problèmes psychologiques, pas seulement ici. Les femmes vont très peu dehors. Même entre elles, elles ne se voient pas. Dans ce district en particulier, c'est vrai que les habitantes ont de très dures conditions de vie. Elles portent la burqa et n'ont pas vraiment de distraction. Tu as mal? Oui. C'est ici que tu as mal? Oui, j'ai mal jusqu'ici. Sohra Sedakat est l'une des rares femmes médecins à faire l'aller-retour depuis la capitale. Sur la route, ni l'armée afghane ni les talibans ne l'arrêtent. Depuis des années, il existe une coopération tacite entre les deux ennemis pour faciliter les transports médicaux. Le jour où je suis arrivée ici, les talibans ont vérifié mon diplôme universitaire. Ils l'ont lu avec attention et ont bien confirmé que j'étais allée à l'université de Kaboul, puis ils m'ont embauchée. À Kaboul, je ne porte pas la burqa, mais ici, je dois la revêtir en dehors de la salle de consultation. C'est la coutume. Si je ne le faisais pas, les gens pourraient penser que je suis venue encourager les femmes à la débauche. Lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90, les talibans interdisaient aux Afghanes de consulter des médecins hommes et leur barraient ainsi l'accès aux soins. Voilà pour cet extrait du reporter que vous avez réalisé, Solène, avec Margot Ben. Avant l'été, un document, on le disait, très prémonitoire pour le reste du pays. On y voit une femme médecin ainsi qu'une enseignante. Est-ce qu'on peut imaginer que les talibans laisseront les femmes aller travailler à l'échelle nationale dans les prochaines semaines? Non, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas préjuger de ça. Il se trouve que la raison pour laquelle cette femme médecin, elle peut exercer son métier, c'est presque une question de géographie, en fait. C'est parce qu'elle vient de Kaboul. Les femmes qui ont été formées ces 20 dernières années, elles l'ont été principalement dans les centres urbains. Et donc, en fait, cette femme, elle peut tout simplement aller travailler en territoire taliban parce que ce territoire-là, qui est dans la province du Wardak, se trouve à 2 heures de route. Donc, c'est pas très compliqué. Mais ces femmes n'existent pas dans les provinces. Il n'y a même pas de sage-femme dans les provinces. Donc comment peut-on imaginer que dans les centres de santé, on trouve des femmes médecins, il n'y aura que des hommes et il n'y a aucune raison que les talibans acceptent que leurs femmes soient consultées par des hommes. Il y a eu des exceptions. Nous-mêmes, d'ailleurs, on le voit dans ce reportage. On voit un médecin, en fait, juste avant un accouchement qui rentre dans la salle d'accouchement et qui dit à la sage-femme « Si ça dégénère,
tu viens me chercher. Mais c'est ça la règle. Voilà, c'est s'il y a une situation d'urgence absolue pour certains talibans, encore une fois, ce n'est pas un mouvement homogène du tout, mais dans certaines situations, s'il y a un cas d'urgence vitale, on va chercher l'homme médecin pour soigner les femmes. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces femmes, Solène? Est-ce que d'autres Afghans avec qui vous avez pu travailler ont pu vous donner des nouvelles? Est-ce qu'ils ont pu être évacués? Alors les femmes, pour ce qui est des femmes du reportage, la femme médecin que vous voyez là, donc qui elle arrive paradoxalement à travailler depuis des années à Omar Khail, dans ce village, en fait elle n'y va plus là parce que elle connaît ces talibans-là, elle connaissait les talibans de ce village, mais encore une fois elle vient de Kaboul et à Kaboul la situation est chaotique. Les gens en fait se retrouvent quand ils sortent de chez eux face à des talibans qui viennent d'autres provinces, qui viennent de Kandahar, qui viennent du Logar, qui sont des talibans beaucoup plus conservateurs, qui font peur aux femmes dans la rue. On sait que dans certains quartiers ils les ont renvoyées chez elle parce qu'elle n'était pas assez couverte. Et donc cette femme c'est vraiment cruel parce que cette femme qui arrivait à soigner donc des femmes de talibans, elle ne le fait plus aujourd'hui, elle ne veut pas sortir et évidemment elle cherche à partir comme tous les gens que nous connaissons en fait, comme tous les gens diplômés ou les gens qui ont travaillé avec les étrangers ou les gens qui ont travaillé avec les médias, les journalistes, les traducteurs. Nous avons coordonné avec plusieurs journalistes et notamment des journalistes de France 24 des exfiltrations en fait avec l'ambassade sur place parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe sur place ces 5 derniers jours, les Français quand ils allaient chercher des gens dans la foule, ils ne pouvaient pas les appeler. Vous ne pouvez pas passer de coups de téléphone parce qu'il y a un brouillard. Donc en fait, cette petite chose, ce petit hasard fait que ça rendait les exfiltrations extrêmement compliquées avec des gens qui se retrouvent avec, si vous voulez, les gars du raid qui passent sous leurs yeux, mais ils peuvent pas, ils n'ont pas le signe distinctif qu'il faudrait et donc en fait, ils ne sont pas repérés. Donc au fil du temps, il y a des signes distinctifs se sont précisés. On nous a dit dites-leur de venir avec du rouge, dites-leur de venir avec telle pancarte. La dernière fois, ils sont même partis avec des balais. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on entend, les Français disent que les dernières évacuations seront demain. Mais excusez-moi, il n'y a pas eu d'évacuation hier, puisqu'ils savaient qu'il y avait une menace terroriste extrêmement forte dans la foule. Donc les Français ne sont pas sortis. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que contrairement aux Américains, les Britanniques et les Français, courageusement, il faut le dire, allaient chercher les gens dans la foule. Les Américains les réceptionnent, c'est très différent. Ou alors réceptionnent les bus. Mais là, à cause de la menace terroriste qui était extrêmement avérée, ils n'ont pas pu sortir. Donc ils n'ont pas pu sortir hier. Aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle, alors que normalement, on est en contact en permanence, puisqu'on a une idée assez précise pour ce qui est des journalistes et de certains artistes de quels sont ceux qui sont sur la liste du Quai d'Orsay. Et ceux-là, en fait, ils attendent toujours, même avec l'attaque, même si les portes sont fermées aujourd'hui et que tout le monde le sait, il y a encore des milliers de gens qui s'amassent autour de l'aéroport dans des conditions indignes, totalement inhumaines, dans des trous d'égouts, d'excréments, pris en étau entre les talibans, les coups de crosse des Américains. C'est une situation complètement folle parce qu'il faut quand même rappeler que ces gens-là, a priori, sont les gens qui ont l'asile chez nous, puisqu'ils sont sur la liste du Quai d'Orsay. Donc quel sens, où est le sens d'envoyer ces gens dans cet endroit de mort, dans cette traversée atroce, alors, et en plus avec le salut qui s'offre à 3 mètres de vous, mais vous ne pouvez pas l'atteindre, parce que la porte est fermée, parce que les Américains décident de tout, ou parce que, encore pire, on ne vous trouve pas dans la foule et on ne peut pas vous joindre parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Est-ce que vous avez pu avoir ces dernières heures des nouvelles des personnes avec qui vous êtes en contact? Bien sûr, non, mais on les a tout le temps en fait. On est comme tous les gens en fait qui ont travaillé en Afghanistan et qui se sentent évidemment responsables. Je rappelle que les gens qui sont en danger en Afghanistan sont plusieurs milliers, ne sont pas simplement les auxiliaires. Évidemment que les auxiliaires de l'armée française, c'est très important, il faut en parler. Mais il y a beaucoup plus de gens qui sont en danger que ça. Nous, ceux qui gardaient notre immeuble, les chauffeurs des taxis privés, des compagnies sécurisées, les boîtes françaises qui ont employé des chercheurs là-bas, tous ces gens sont en danger. Les gens qui ont travaillé pour des compétitions sportives où tout le monde a vu dans le village qu'il y a des Suisses qui sont venus un moment ou alors qu'il y avait un financement français, une petite étiquette, tout ça en fait ça vous expose. Donc il faut absolument maintenant arriver, déjà arrêter d'imaginer que cet aéroport, qui est encore une fois un endroit de mort, une poudrière, puisse nous aider à sortir les gens. Il faut vraiment arriver à négocier à un niveau diplomatique pour qu'on arrive à négocier avec les talibans, pour juste déplacer, si vous voulez, le front du départ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivront terriblement en Afghanistan avec les talibans, mais ils pourront vivre. Il y en a d'autres, on le sait, on est très bien informés. Nous-mêmes, on a beaucoup travaillé avec les talibans, travaillé dans le sens où on a été chez eux. On sait qu'il y a des gens sur liste noire, on sait qu'il y a un fichage qui se met en place, on sait qu'il
qu'il y a des gens qui reçoivent des visites et des intimidations, et que surtout cela se perd totalement dans le chaos, là, puisque comme on ne parle là maintenant évidemment plus que de l'attentat et des évacuations, on oublie, on ne voit pas ce qui se passe, ce que les talibans eux-mêmes, lors de leur conférence de presse il y a 2 jours, ont reconnu, puisqu'ils ont dit, s'il y a des gens qui viennent taper à votre porte, ne vous inquiétez pas, il y aura des enquêtes, on les trouvera. Donc ils reconnaissent qu'il y a ces brebis galeuses, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de leurs combattants qui sont en train de rendre des comptes. Et nous, en fait, depuis une semaine, on a été incapables, l'ONU, l'UE, la France a fortiori, on a été incapable de négocier avec les Américains quelque chose qui soit juste plus global et pas une politique d'America First où ils ont fait passer en priorité dans l'aéroport, maintenant on le sait très bien, évidemment leur staff, si vous voulez. Eux qui ont évacué, il faut le dire, depuis la mi-août, plus de 100 000 personnes. On va d'abord écouter, si vous le voulez bien, Solène, parce que c'est un document court, certes, mais important. Un témoignage que vous avez reçu il y a tout juste quelques heures, je crois. On va l'écouter. Hi, Sandra John, please help me. I'm a woman, young, Hazara. I need to your help, please help me. Alors on va le traduire rapidement, on entend un appel à l'aide, elle dit je suis jeune, s'il vous plaît envoyez-moi quelqu'un. Est-ce que la France, Solène, a les moyens d'évacuer ce genre de personnes en danger, notamment ces femmes ? Pas du tout. D'abord, ce qui est encore plus cruel pour les femmes afghanes dans l'histoire des évacuations et qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes ne sont pas du tout les premières à partir. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait depuis le départ que l'aéroport, c'est un lieu extrêmement dangereux. Et donc, vous avez beaucoup d'hommes de famille, beaucoup de pères, beaucoup de patriarches. On a encore beaucoup d'hommes, bien sûr, parce qu'ils disent aux femmes que c'est trop dangereux et qu'elles ne peuvent pas y aller. C'est encore une situation, un pays extrêmement patriarcal. Et donc, les femmes ont été écartées dès le départ. Ensuite, pourquoi est-ce que les hommes sont prioritaires ? Les hommes sont prioritaires parce que ce sont les hommes qui ont travaillé avec les étrangers. Ce sont les hommes qui ont travaillé en particulier avec les forces de sécurité. Donc en fait, ce sont les hommes qui sont partis en majorité et on se retrouve avec ce témoignage qui est franchement un témoignage parmi 10 000 témoignages qu'on reçoit sur les différents groupes WhatsApp des différentes listes de femmes seules qui se font agresser à l'aéroport, qui n'ont aucun moyen, même quand elles sont listées par le Quai d'Orsay, aucun moyen de se rendre visibles à l'aéroport ou à l'extérieur de l'aéroport. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont perdues dans la masse. Merci Solène Chalvon-Fioretti, merci pour votre témoignage.